Ça y est, moi aussi j'ai craqué. Je vais vous raconter une histoire qui se déroule dans les Appalaches. Au cœur des contreforts des Appalaches, dans le comté de Pike, en Ohio, 8 membres de la famille Rodden ont été exécutés dans leur lit. Nous sommes dans la nuit du 21 au 22 avril 2016. 3 enfants âgés de 1 jour à 3 ans ont été épargnés, laissant une communauté appalachienne choquée, avec énormément de questions sur l'identité de l'auteur de cet acte et ses motivations. Ce crime, le plus important massacre de l'histoire de l'Ohio, a également déclenché l'une des plus grandes enquêtes criminelles de l'État. Une chose est sûre, c'est un cas que vous n'oublierez pas de sitôt. Bonjour à tous, c'est SH, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne. Le massacre le plus sanglant du comté de Piketon en Ohio. Du banditisme, de la drogue, des histoires de famille, voilà les ingrédients de cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle en une nuit, une famille entière a été massacrée dans son sommeil. J'espère que vous êtes prêts et que vous avez le cœur bien accroché. Juste avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune des sorties de la chaîne. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin et je vous donnerai la réponse à la devinette de la vidéo précédente qui s'affiche juste ici. Et vu que c'est devenu une tradition, saurez-vous découvrir qui est ce youtubeur ou cette youtubeuse. En général, elle vous accueille en vous conseillant avec une voix très douce de regarder juste après minuit. Vous avez la réponse? Vous me dites ça dans les commentaires. Quant à nous, on est parti pour cette nouvelle histoire de crime. Le bord ouest des montagnes des Appalaches est le côté sauvage du comté de Pike en Ohio. Environ 28 000 personnes habitent dans la région, réparties dans quelques petites villes et vallées de la zone. C'est un endroit où la vie est difficile. En effet, 24% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté et les opportunités professionnelles sont rares. Le matin du 22 avril, un appel urgent au 911 a conduit les autorités à découvrir l'horreur qui s'était produite dans le domaine de la famille Rodden. La sœur d'une des victimes était venue nourrir les animaux de la ferme et avait découvert les corps. There's blood all over the house. Okay. My brother-in-law's in the bedroom and I beat the hell out of him. Les forces de l'ordre et les premiers intervenants se sont rapidement rendus sur les lieux et ont découvert les corps répartis dans 3 maisons sur le terrain familial. La sanglante découverte qu'ils ont faite a démontré que les assassins avaient réussi à surprendre complètement et totalement leurs victimes. Dans le salon de la première maison, ils ont trouvé le patriarche du clan Rodden, Christopher Rodden Sr. Âgé de 40 ans, il avait été abattu de 9 tirs à bout portant. Il était le seul membre de la famille à montrer des signes de blessures défensives. 5 des coups de feu avaient atteint la tête et le visage. 3 autres s'étaient logés dans son torse et une balle dans sa main, comme s'il avait tenté de se protéger. À proximité gisait le corps de Gary Rodden, âgé de 38 ans, le cousin de Christopher. L'homme avait 2 blessures par balle à la tête et une 3e balle était logée dans sa tempe. Il n'y avait aucun signe de lutte de la part de Gary et on pense qu'il dormait au moment où le premier coup de feu a été tiré. Dans une autre des maisons, c'est le fils aîné de Christopher, Clarence Frankie Rodden, et sa fiancée Anna Gilly qui ont été retrouvés assassinés dans leur lit. Leur bébé de 4 mois a été retrouvé indemne, couché entre ses 2 parents, tandis que leur autre enfant de 3 ans dormait sur le sol. Frankie avait été abattu de 3 balles dans la tête et le visage, tandis que Anna avait reçu 1 balle dans l'œil et 4 autres dans la tête. Un autre membre de la famille arrive sur les lieux. C'est le frère de Dana Rodden, l'ex-femme de Christopher. Il se précipite vers la 3e maison, celle de sa sœur Dana. Elle la partage avec son fils de 16 ans, Chris Jr., et sa fille Anna, une 2e Anna. Anna, âgée de 19 ans, venait juste de donner naissance à son 2e enfant, 4 jours auparavant. Lorsqu'il ouvre la porte et progresse dans la maison, il découvre d'abord Dana, qui avait été abattue de 5 balles dans la tête, y compris des tirs à bout portant dans la tempe et sous le menton. Dans une pièce voisine, Chris Jr. a été retrouvé avec 2 coups de feu mortels dans le haut de la tête. Et dans la dernière pièce, Anna Rodden, la seconde Anna, a été retrouvée morte. Elle avait été atteinte de 2 coups de feu à la tête. Son bébé était indemne et, comble de l'horreur, il essayait toujours de téter le sein de sa mère. La première fille de Anna, Sophia, était restée avec son père et sa famille pendant qu'Anna récupérait de l'accouchement. Par miracle, elle avait échappé à cette nuit d'horreur.
Alors que la police et les premiers intervenants se pressaient sur les lieux, la zone avait été bouclée et les membres de la communauté locale ont commencé à se rassembler. Ils souhaitaient montrer leur soutien et partager leur tristesse suite à ces découvertes. Au fur et à mesure que la nouvelle des meurtres se répandait, un homme dans la foule, se nommant Donald Stone, un cousin de Chris Rodden Sr., s'inquiétait pour un autre membre du clan Rodden qui vivait à quelques kilomètres de là. Il a rapidement appelé Kenneth Rodden, âgé de 44 ans, mais personne n'a répondu. Stone et deux amis se sont rapidement rendus jusqu'à la petite maison de Kenneth et ont découvert que cet homme n'avait pas été épargné par le sort tragique des autres membres de la famille. Il était mort dans la maison, atteint d'une seule balle tirée à bout portant dans l'œil. When you walked up to the residence, did you notice, was the door unlocked? Yes. Okay. So you walked into the residence together and you said Luke was there first, but then you, and then what happened? And then we walked in. We walked into supposedly the living room, and I noticed to the right, I didn't see him in there nowhere, so I seen a stairway to the right, and I walked up the stairway, and that's where I found him up there in his bed. And when you say you found him, who did you find? I found Kenny. Can you tell us what condition you found him in? He had blood all over his eyes. And where was he located? In his bed. Okay. Did you believe him to be dead or alive at that time? He was dead. À présent, il y avait 8 morts, tous membres de la même famille, et il y avait un manque troublant de preuves quant à qui avait commis le massacre. Aucune douille n'a été retrouvée sur les lieux, et il n'y a eu aucun signalement de coup de feu cette nuit-là. Les 2 pitbulls qui vivaient dans l'une des caravanes n'ont même pas aboyé, alors que ces 2 chiens avaient la réputation d'être hostiles envers tous ceux qu'ils ne connaissaient pas. En outre, aucun téléphone portable des victimes n'a été retrouvé, et il n'y avait aucun autre signe de vol. Sûrement que les téléphones manquants devaient en quelque sorte contenir des éléments pouvant conduire au criminel. Le nombre de morts était le signe que les victimes n'avaient pas été réveillées et indiquait plusieurs agresseurs plutôt qu'un seul suspect. Mais qui aurait pu commettre cet acte atroce ? Les experts en médecine légale du département du shérif du comté et du bureau d'enquête criminelle de l'Ohio ont fouillé la scène pour trouver des preuves. La police a cherché des témoins et des pistes. Les familles de la communauté ont tenté, elles, de faire face à la perte de tant de vies en enterrant leurs proches dans les profondes et sombres collines des Appalaches. Des rumeurs circulaient dans la communauté selon lesquelles les Rodden avaient été impliqués dans un cartel mexicain de la drogue, ce qui avait entraîné leur mort. Les meurtres de ce genre étaient la marque de fabrique de ces organisations, mais jamais dans des zones aussi éloignées que l'Ohio. Mais il est vrai que le patriarche de la famille Rodden et le reste de cette famille ne sont pas ce qu'on pourrait appeler une famille modèle. Dans le jardin, à l'arrière de la maison, se trouve leur petite culture personnelle de plantes qui fait rire et un labo de confection de cachets illicites. Dans une des granges se trouve également une sorte de ring destiné a priori au combat de coqs, activité lucrative dans cette région. De là à établir un lien avec les cartels mexicains, les enquêteurs de la police locale n'y croient pas. Pourtant, 2 opérations récentes de police visant à démanteler un réseau de culture de marijuana dans le comté de Pike avaient montré des liens avec les cartels mexicains. Tout ça pouvait laisser penser que les Rodden faisaient partie d'un réseau plus vaste qu'on aurait pu imaginer. D'autres ont déclaré que les Rodden faisaient partie de la Cornbread Mafia. La mafia Cornbread était le nom d'un groupe d'hommes du Kentucky qui a créé la plus grande opération de production de marijuana domestique de l'histoire des États-Unis. Cette mafia était à l'origine d'une organisation de la drogue à grande échelle qui s'étendait dans les 5 États de la région centrale des Appalaches. Cette organisation dirigeait des usines de production de méthamphétamine en utilisant les marginaux de la région. La Cornbread Mafia, comme on l'appelait, avait une certaine tendance à la violence, mais elle n'avait jamais été impliquée dans un tel massacre. Cependant, les forces de l'ordre ne pouvaient pas exclure que l'organisation soit passée à l'acte. Des centaines d'informations ont été données aux policiers et des récompenses ont même été proposées pour motiver la population à faire des révélations. Les enquêteurs locaux et d'État ont passé en revue les tuyaux et ont suivi des pistes potentielles mais en vain. Toutes les pistes prometteuses n'ont abouti à rien. Les véhicules, les caravanes et autres preuves ont été retirés de la propriété des Rodden et mis en stockage pour les préserver pendant que l'enquête se poursuivait. Concernant la garde des 3 enfants ayant échappé au massacre, ainsi que celle de la petite Sophia,
la décision a été remise entre les mains de la justice. Finalement, Sofia a été placée sous la garde de son père, qui vivrait avec elle dans la maison familiale, avec ses parents. Sofia, une innocente petite fille de 2 ans qui serait en réalité le point central de cette affaire et de cette nuit meurtrière. Les enquêteurs ne savaient pas à l'époque que ce qui ressemblait à un coup organisé par un gang criminalisé était en réalité une vendetta entre les 2 familles pour la garde de cette petite fille. Du côté paternel de la petite Sofia, on retrouve une famille soudée issue du même milieu pauvre des Appalaches que les Rodden. Il s'agit de la famille Wagner, composée du père de Sofia qui se nomme Jake, du frère de celui-ci, George Wagner, et de leurs parents, Angela et Billy Wagner. Billy Wagner et Chris Rodden avaient une histoire commune, c'est indéniable. Ils ne vivaient pas très loin l'un de l'autre et tous les deux étaient issus d'une des classes sociales les plus rudes et les plus brutales de la communauté de Pike. La possibilité qu'ils aient parfois été des complices et peut-être même des concurrents dans le crime était une certitude. Le fils de Billy, Jake, et la fille de Chris, Anna Rodden, ont été en couple depuis qu'elle avait 13 ans, et cela jusqu'à environ 1 an avant les meurtres. Après leur séparation, ils se partageaient la garde de Sofia. En apparence, Billy Wagner n'avait que des éloges à l'égard de Chris, qui selon lui était un ami proche. Encore une fois, en apparence. Toute la famille Wagner semblait être très préoccupée par le bien-être de Sofia. Ils ont demandé la garde de l'enfant peu de temps après les meurtres, produisant des documents prétendument signés par Anna Rodden, indiquant que le père aurait la garde exclusive de l'enfant en cas de malheur. Alors que la communauté reprenait une vie normale au cours des mois suivants, les Wagner ont quitté la ville pour partir en Alaska, aussi loin que possible de la violence qui avait eu lieu en Ohio. La famille Wagner est revenue 1 an plus tard, et Jack avait trouvé une nouvelle épouse. Les choses s'étaient calmées à Pike County, et bien que l'enquête se poursuivait, la vie était revenue à la normale pour la population locale. Les Wagner se sont réintégrés dans la communauté, et tous les hommes de la famille ont trouvé un emploi dans une entreprise locale de transport, où ils étaient sous toutes les apparences des employés modèles. Un comportement qui, avec le recul, était un peu en dehors de leur comportement habituel. Les Wagner n'avaient jamais été connus pour être ce qu'on appelle une famille modèle, ou même une famille normale. Dans une région où les familles sont solidaires par nature, les 2 fils, George et Jake, eux avaient été scolarisés à domicile et tenus proches de la maison lorsqu'ils grandissaient, loin du contact des autres. La structure familiale des Wagner est solide. Elle est restée en place même après que les parents, Billy et Angela Wagner, aient divorcé. Angela emménageant dans une petite maison juste en bas de la route. Cette famille vivait dans une réelle autarcie, renfermée sur elle-même. Un exemple intéressant, ils votaient ensemble chaque décision familiale. Cela a créé un lien fort et indélébile entre eux. Lorsque George s'est marié, sa femme a également été intégrée dans le groupe et elle a été soumise à des influences très contrôlantes des 4 principaux membres de la famille. Lorsque Jake s'est marié à son tour, alors que la famille était en Alaska, sa femme se retrouverait également sous le joug écrasant de cette famille. Peu de temps après que les Wagner soient revenus de leur séjour en Alaska, quelque chose s'est passé et les 2 femmes se sont enfuies. Ce qu'elles ont raconté à la police n'est pas connu du public, mais peut-être par simple coïncidence, l'enquête sur le massacre de la famille Rodden s'est subitement orientée vers les Wagner. La façade de l'amitié avec les Rod s'est rapidement effondrée et une histoire sinistre a commencé à voir le jour. Celle d'une liaison amoureuse illicite avec une mineure, de la jalousie et du complot. Une histoire qui allait conduire à des meurtres froids et calculés. Tout cela pour obtenir la garde permanente de la jeune Sofia. L'assistante du procureur général, Angela Canopa, qui dirigeait la poursuite dans l'affaire, a exposé dès le début la liaison amoureuse devant le tribunal, préparant le terrain pour ce qui allait suivre. Ça commence par une histoire d'amour, si on peut appeler ça comme ça. Une très jeune fille adolescente, Anna Mae Rodden, âgée de 13 ans à l'époque, était au parc des expositions du comté de Pike. Elle participait à une exposition animalière et elle avait des lapins. Quelqu'un lui a présenté Jake, qui avait presque 18 ans à l'époque, et elle ne cessait de lui demander de regarder ses lapins ou de les caresser. Jake vous dira qu'il était agacé et gêné au début, mais à leur 2e rencontre, ils ont commencé à sortir ensemble. Si on peut appeler ça un rendez-vous quand on a 13 ans. C'était en août 2010. Apparemment, Jake a demandé la permission à Chris Rodden Sr.
Chris Rodden a accepté, mais il envoyait toujours un chaperon, soit Frankie ou Chris Jr. avec Anna Mae quand elle passait du temps avec Jake Wagner. Vous apprendrez également que Chris Rodden Sr. connaissait Billy Wagner. Ils étaient en fait amis, et donc il a donné sa permission pour que sa fille sorte avec Jake. L'adjointe du procureur général, Angela Canopa, qui dirige les poursuites dans cette affaire, a exposé les débuts de cette histoire d'amour au tribunal. Elle préparait le terrain pour la suite des événements. Les deux amoureux se sont séparés après que la jalousie et la colère aient pris le dessus chez Jake. Anna Rodden a un jour appelé son père pour qu'il vienne la chercher après que Jake l'ait prétendument étranglée. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus supporter non seulement Jake, mais aussi comment toute la famille essayait de contrôler sa vie. C'est alors que la bataille a commencé pour savoir qui devait avoir la garde exclusive de Sophia. Anna a déclaré sur les réseaux sociaux à ses amis qu'elle ne confierait jamais Sophia à Jake et qu'elle préférait mourir plutôt que de laisser son enfant à lui et sa famille. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que les messages étaient surveillés. Jake et sa mère, Angela Wagner, avaient piraté son compte Facebook. Cette déclaration apparemment anodine a déterminé les Wagner à agir. Malheureusement, les déclarations de Anna sur les réseaux causeront sa mort et celle de 7 membres de sa famille. Jake ira jusqu'à faire une déposition au tribunal afin de dénoncer les fréquentations de Anna et les personnes qu'elle pouvait mettre en contact avec sa fille. Insouciante de ce qui se préparait, c'est à cette période que Anna a commencé à fréquenter un garçon se nommant Charlie Gilly, le frère de sa belle-sœur Anna Gilly. La courte relation entre les deux jeunes a amené Anna Rodden à tomber enceinte de son 2e enfant. La future naissance de cet enfant n'a pas seulement poussé Jack à bout, mais elle a également offert à la famille Wagner une opportunité de mettre en œuvre un plan sur lequel ils travaillaient depuis un certain temps. 4 mois avant la naissance de l'enfant, Jake et sa famille se sont réunis autour d'une table à leur domicile pour discuter d'un plan élaboré par le patriarche Billy Wagner. Ce plan visait à éliminer Anna, non seulement elle, mais également toute personne susceptible de revendiquer la garde de Sophia. La possibilité que d'autres conflits d'intérêts entre les deux familles soient également réglés par la même occasion ne peut être exclue. Les Wagner ont voté cette décision, comme ils le faisaient souvent pour de nombreuses autres décisions de la vie qui allaient impacter leur famille. Leur plan était simple. Après avoir commis les meurtres, ils déposeraient des motions légales pour obtenir la garde de la fille de Jake, Sophia. Personne ne serait là pour leur barrer la route et il n'y aurait pas de membres des Rodden susceptibles de réclamer la garde. Ce qui s'est passé ensuite, c'était des mois de planification, d'achat, de préparation pour passer à l'acte. Les Wagner savaient qu'ils devaient couvrir leurs traces et être discrets à chaque phase du plan s'ils voulaient s'en sortir dans leur machination. Ils devaient être méticuleux dans les meurtres, discrets, ne laisser aucune trace derrière eux et s'assurer que personne ne serait alerté des meurtres lorsqu'ils se produiraient. Les enquêteurs ont découvert des reçus et des preuves vidéo montrant les Wagner achetant des chaussures au cours du même mois que les homicides. Les semelles de ces chaussures correspondaient aux empreintes laissées dans le sang sur l'une des scènes de crime. La famille a commencé à acheter 2 paires de chaussures de sport dans un magasin à proximité de chez eux, une paire pour chaque membre de la famille. Les chaussures étaient de tailles différentes de celles que les jeunes hommes portaient normalement et de styles qu'ils n'auraient normalement pas choisis. Des pistolets de petit calibre ont été achetés dans un marché parallèle pour chacun des 2 fils. Ils se sont également procurés des carabines semi-automatiques de calibre 22, plus silencieuses et avec moins de recul qu'un pistolet de gros calibre, mais néanmoins très mortelles, en particulier à courte distance, façon dont ils allaient commettre les meurtres. Les hommes ont également acheté un silencieux sur Internet. Sur cette base, ils se sont fournis des pièces détachées pour en fabriquer un 2e pour l'autre carabine. Bien qu'ils ne puissent pas complètement étouffer le bruit de la détonation, cela limiterait le son à des sortes de tout-sautements qui ne s'entendraient pas bien à l'extérieur des caravanes où vivait la famille Rodden. En outre, des récupérateurs de douilles qui sont des pochettes suspendues au pistolet pour attraper les étuis de cartouches éjectés après chaque tir ont été montés sur les armes. Les 2 fils se sont entraînés intensivement avec ces armes et d'autres armes au cours des mois qui ont précédé le massacre. Ils se sont entraînés dans une zone boisée juste derrière la propriété de la famille Wagner. Comme le démontrera l'enquête, des centaines de balles ont été tirées et seront retrouvées dans le bois des arbres à l'arrière de la propriété. De plus, les restes d'un silencieux artisanal brûlé ont été trouvés dans la région après que Jake leur ait dit où chercher. La famille a également acheté un dispositif de brouillage de téléphone portable à utiliser pendant les meurtres afin de couper toute communication avec l'extérieur pour les Rodden. Pour finir,
les deux fils Wagner ont teint leurs cheveux pour modifier encore plus leur apparence. Pendant ce temps, selon le témoignage et les aveux d'Angela Wagner, des documents judiciaires ont été falsifiés. Ces documents prouvaient que Hannah avait signé une déclaration disant que si elle devait mourir ou devenir incapable de prendre soin de sa fille Sophia, sa garde reviendrait à Jake Wagner et à sa famille. Ces documents seraient fournis à la justice juste quelques jours après les meurtres, avec l'espoir d'obtenir la garde de Sophia. C'était aussi une manière pour eux de donner une image bienveillante et de montrer leur inquiétude quant au devenir de l'enfant. Le fils des Wagner a également admis avoir surveillé les caravanes de la famille Roden, plusieurs nuits d'affilée. Il était familier avec la propriété et les personnes qui y vivaient. Il connaissait leur routine quotidienne, l'heure à laquelle ils rentraient chez eux. Il savait s'ils avaient des visiteurs après la tombée de la nuit, et surtout quand la famille dormait profondément. Ces informations leur seraient utiles dans la terrible tâche qu'ils s'apprêtaient à accomplir. La soirée fatale est arrivée peu de temps après la naissance du deuxième enfant de Hannah Roden. Sophia avait été envoyée chez ses grands-parents Wagner pour quelques nuits afin que Hannah se remette de l'accouchement auprès de sa famille. Les Wagner en ont profité pour mettre leur plan à exécution, en tuant tous les adultes et les jeunes adultes de la famille Roden, mais en laissant les nourrissons et les enfants en vie comme prévu. Ils ont ensuite disparu dans la nuit et ont commencé à planifier la destruction de toutes les preuves. Ils se sont préparés psychologiquement afin d'endosser leur rôle de membres choqués, surpris et préoccupés de la communauté, liés d'amitié et presque de la même famille que les Roden. Les Wagner se sont débarrassés des preuves en brûlant leurs camions hors du comté. Ils ont jeté leurs vêtements et leurs chaussures. Ils ont fait disparaître les armes de manière ingénieuse à tel point qu'elles n'ont jamais été retrouvées et ont même donné les restes des silencieux et des étuis de cartouches à leur cousin qui en a fait des encres pour bateau. En effet, les étuis de cartouches ont été coulés dans du béton, dans des seaux, qui avaient pour utilité d'être les encres pour le bateau de pêche de leur cousin. Les Wagner ont ensuite déménagé en Alaska, puis sont revenus dans l'Ohio, en maintenant une façade de citoyens respectables et innocents. Cependant, des zones d'ombre ont commencé à apparaître dans leur alibi. Les deux femmes qui ont quitté la famille pourraient avoir fourni des informations, ou quelqu'un dans la société de transport aurait pu entendre une conversation entre les Wagner. Mais quoi qu'il en soit, les forces de l'ordre local et étatique ont commencé à rassembler les pièces du puzzle. Des dispositifs d'écoute ont été cachés dans les camions de travail utilisés par les Wagner et une écoute téléphonique a été lancée. Les Wagner ont été interrogés sur leur relation avec les Roden, puis arrêtés et finalement inculpés pour les meurtres et les autres crimes commis cette nuit-là. Le shérif de la ville prendra la parole devant les journalistes lors d'une conférence de presse qui restera dans les mémoires. We promised that the day would come when arrests would be made in the Pike County massacres. Today is that day. George Billy Wagner III, his wife Angela Wagner, and their sons, George Wagner IV and Edward Jake Wagner. After an extensive, thorough joint investigation by the Attorney General's Office, the Bureau of Criminal Investigation, as well as our Special Prosecution Section, and Pike County Sheriff Charles Reeder's office, these four individuals are now in custody for allegedly committing this heartless, ruthless, cold-blooded murder. Emprisonnés, clamant leur innocence, le spectre du Covid-19 est tombé sur le monde et la famille s'est retrouvée incarcérée. Séparés en attente de leur procès pendant près de 2 ans, cette période s'est avérée trop difficile à gérer pour Jake Wagner. Il a craqué sous le poids du silence et appelé des coupables pour les 23 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il a conclu un accord avec l'État. En échange, il ne serait pas condamné à la peine de mort, ni sa famille. Il a tout raconté à la police, affirmant avoir personnellement appuyé sur la gâchette pour 5 des meurtres, laissant les 3 autres décès peser sur les épaules de son père et de son frère. Il a également avoué que sa mère n'avait pas participé au meurtre à proprement parler, mais qu'elle était restée à la maison cette nuit-là. Cependant, il l'a impliquée dans la conspiration, la dissimulation et la falsification des documents de garde de Sophia. Avec cet accord, Jake purgera 8 peines d'emprisonnement à perpétuité simultanément, sans possibilité de libération conditionnelle. Angela, quant à elle, purgera une peine de 30 ans pour son rôle dans ce massacre. Billy et George Wagner sont en train d'être jugés pour ces crimes et refusent tous deux d'admettre leur culpabilité.
Des textos obtenus de la nuit des meurtres ont en partie corroboré son histoire sur le prétexte de la réunion avec la famille Wagner. Les armes cachées dans les ancrages en ciment ont été retrouvées, les moules ont été cassés et les éléments récupérés. Des balles correspondant à celles retrouvées dans le corps des victimes ont été retrouvées dans les arbres à l'arrière de la propriété des Wagner. Les restes d'un silencieux fait maison brûlé ont également été trouvés. Cela a été un long et lent processus, mais la justice semble enfin avoir rattrapé ceux qui ont tué les membres de la famille Roden. Je pense que les Wagner, malgré un plan bien préparé, étaient trop nombreux à porter le secret d'une telle atrocité. Les victimes dans cette affaire sont encore de jeunes enfants innocents qui grandiront sans leurs parents. L'attitude de Billy et George Wagner démontre qu'ils n'ont aucun remords pour ce qui est arrivé aux Roden. Vous souhaitez ne rater aucune vidéo du monde du true crime, connaître toutes les dernières infos? Je vous invite à vous abonner à un compte Instagram, celui de Caro Journal True Crime 2. Caro qui m'a beaucoup aidé au début de cette chaîne. Je vous mets donc le lien de son compte dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également, si vous êtes encore là, de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce bleu pour le travail effectué, d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo de la chaîne. Quant à moi, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Je vous dis à très bientôt. C'était SH. Bye bye.